Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Aujourd'hui, réponse aux questions. Je vais répondre en fait à 1, 2, 3, 4 questions et puis dire un petit truc en plus. On va voir en fait le système de répartition des clones avec un cloneur. On va voir en fait aussi les splines, comment joindre des segments de spleen. Et puis on parlera un petit peu de la spleen que j'ai déjà montré en fait dans la vidéo tutoriel sur l'ambiance sous-marine, sur la fin de la vidéo. Et on verra aussi comment projeter une texture avec un spot. Donc utiliser une lumière pour projeter une texture sur une surface. C'est un truc assez simple. Et puis on parlera un petit peu du système de coordonnées dans Cinema 4D, parce qu'il y a une petite chose à savoir pour ceux qui utilisent Cinema 4D, soit pour créer des éléments pour des moteurs de jeux vidéo, soit pour faire de l'impression 3D. Il y a un petit truc à connaître dans Cinema 4D. En fait, Cinema 4D utilise un système de coordonnées, c'est-à-dire des axes différents de d'autres logiciels. C'est-à-dire que le Z et le Y sont inversés dans beaucoup de logiciels. Le Z est sur la hauteur et le Y sur la profondeur. Donc on verra ça après. Je vais commencer par le cloneur parce que c'est le plus basique, le plus simple. Alors il y a une personne qui m'a demandé comment on pouvait faire en sorte que certains clones ne s'affichent pas. C'est-à-dire que la personne a créé en fait un objet. On va faire un tout petit cube comme ça. Et la personne l'a mis dans un cloneur. Donc un truc tout basique comme ça. Le cloneur, je suppose, plutôt en répartition sur une grille, histoire d'en avoir beaucoup. Je vais afficher ça correctement. Je vais en faire beaucoup. Alors quand on en fait beaucoup, quand on fait beaucoup de clones, c'est bien ici de cocher instance de rendu. Ça accélère un petit peu les temps de rendu. Et puis ça évite en fait de faire laguer l'ordinateur quand on a vraiment beaucoup de clones. Ici je vais en mettre 10 par 10 par 10. Voilà. On va agrandir un petit peu ça. Là j'ai une répartition sur une grille. C'est-à-dire que j'ai des clones qui se sont mis dans cette disposition particulière en cube, et j'ai plein de clones. Et donc la personne aimerait par exemple que certains clones ne s'affichent pas dans certaines zones de ce grand cube en fait, que certains clones soient tout simplement effacés. Et la personne a vu ma vidéo où j'explique en fait l'utilisation de la sélection homographe. Alors c'est assez intéressant parce qu'on peut effectivement utiliser les effecteurs pour cacher certains clones, mais des fois c'est pas tout à fait le truc le plus efficace quand on veut vraiment contrôler en fait la position des clones. Et le truc le plus efficace, eh bien c'est tout simple, c'est une chose qu'on a déjà vu dans plusieurs vidéos sur Homograph, c'est de passer ici en mode objet. Je passe en mode objet, et ici j'indique un objet. Alors, un objet, ça peut être une primitive, mais ça peut aussi être une spline, ou un élément modélisé, un objet polygonal. Et cet objet va en fait définir où sont les clones dans la scène. Par exemple, si je fais une spline, une forme libre, un truc comme ça, peu importe, voilà, et que ça, je le mets ici dans le champ objet de mon cloneur en mode objet, j'ai les clones en fait qui s'affichent sur la spline. Et là, je peux jouer avec la distribution, par exemple égaliser et puis augmenter la quantité de clones. On va augmenter un peu la quantité de clones ici. Quantité, hop. Et en fait, j'ai des clones qui se placent exactement là où je le souhaite parce que je peux modifier en fait la forme de la spline comme je veux. Ça, c'est pour une spline, ça fonctionne très bien. On peut aussi utiliser une primitive. Donc, par exemple, un cône. On va le faire un peu plus grand, voilà. Je mets ici dans le champ objet du cloneur, je mets le cône, tac, je vais cacher le cône d'ailleurs, pas besoin d'être affiché. Et dans les paramètres du cloneur, ici, je peux demander à ce que la distribution soit non pas sur le point d'ancrage, mais sur le volume, donc à l'intérieur du cône. Et là, j'augmente en fait la quantité, pareil, pour avoir en fait une distribution de clones à l'intérieur de la primitive. Voilà, ici une forme de cône. Ça fonctionne très bien, je peux virer ça. Je peux aussi faire une forme polygonale, donc par exemple un cube, on va lui mettre plusieurs segments, on va en fait le creuser, alors ce que je vais faire, je vais l'agrandir, on va l'agrandir comme ça, puis on va, les deux, je rends éditable, les deux surfaces ici, là ces deux faces, on va les relier, donc je vais passer en mode rayon X, j'appuie sur la touche B pour compter, je vais faire
juste un petit lien comme ça. Le faire correctement. Comme ça. Je peux tout désélectionner. Je peux retirer le rayon X. Tac. Maintenant, j'ai en fait un cube avec un creux au milieu. Et ça, c'est un objet polygonal. Et ça, je peux aussi l'utiliser dans le cloneur. Ici, tac. Et là, je peux cacher ça. Et j'ai mes clones qui sont maintenant placés sur le volume en fait de ce cube. Mais seulement ici au milieu, j'ai un creux. Parce que justement, j'ai modélisé le fait qu'il y avait un trou. Donc en fait, le cloneur en mode objet, c'est vraiment le truc le plus pratique pour indiquer où est-ce que l'on souhaite que les clones soient. Où est-ce que l'on souhaite que les clones soient effectivement affichés et où est-ce que l'on souhaite que les clones ne soient pas affichés. On a juste à modéliser en fait la forme de la répartition des clones. Ça peut même être une forme animée, hein. Et puis c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser des effecteurs ou de la sélection homographe, etc. C'est vraiment le truc le plus simple. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment très basique, mais comme on m'a posé la question, je voulais revenir dessus. Ça, c'était la première question. Je vais fermer ça. Tac, le truc de base. Ensuite, projeter une texture avec un spot. C'est une question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut utiliser un spot et puis faire en sorte de projeter une texture avec? Eh bien oui, on peut le faire. J'ai déjà montré ça dans une vidéo, il me semble, mais j'étais peut-être pas rentré dans les détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mur. Alors, on va faire un mur assez grand, comme ça. Voilà, on va le mettre au niveau du sol, on va dézoomer, le mettre un peu plus loin. Voilà. On va lui mettre une texture de pierre dessus. J'ai des textures. Il faut que je crée une nouvelle texture. On va retirer la spécularité. Et puis dans la couleur, je vais charger une texture de pierre. Donc ça, c'est très bien. Tac. Voilà. Et puis je mets ça sur le mur. Paf. Et donc là, j'ai un mur. Parfait. On peut donc utiliser, comme j'ai dit, un spot pour projeter une texture. Donc je vais avoir besoin d'un spot. J'ajoute un spot. Ici, vous voyez que dans les spots, j'ai lumière de visée, spot et éclairage US qui ressemble aussi. Mais bon, spot et lumière de visée seulement. Donc je peux prendre spot, mais là en fait j'ai un spot rond, mais c'est pas le seul spot qui est disponible. Si je vais dans les propriétés ici, dans type, j'en ai un petit peu plus que ce qui est affiché ici. C'est-à-dire qu'ici j'en ai quelques-uns, quelques types, mais ici dans type, il y en a un petit peu plus. On a le spot carré. On a les parallèles. Spot parallèle carré. Spot carré, c'est celui qu'on va prendre. Tac, je prends spot carré. Vous voyez que ici, j'ai une forme carrée maintenant. Et non plus une forme ronde. Ce qui est quand même bien plus pratique pour ce qu'on veut faire, parce que ce qu'on veut faire, c'est projeter en fait une texture. Donc la texture sera probablement carrée. On peut imaginer en fait un projecteur de cinéma. Donc je fais ça. Si je fais mon rendu, ici on a donc seulement la petite partie qui est éclairée par le spot qui est visible. C'est pas super pratique. J'aimerais avoir un éclairage assez diffus, assez ambiant. Alors je pourrais mettre l'illumination globale, mais ça va me bouffer énormément de temps de rendu. Le plus simple, c'est d'ajouter une autre lumière, voilà, que je mets au-dessus. Et puis cette lumière, pour pas qu'elle me grille en fait comme ça tout mon éclairage, je vais ici cocher éclairage ambiant. Tac. Et je vais la baisser un peu. Comme ça, il va éclairer en fait toute ma scène, de manière faire un petit éclairage diffus dans toute la scène. Et puis ça va m'éviter de cramer en fait toutes mes lumières. Donc vous voyez que ça éclaire tout, mais j'ai quand même le spot qui éclaire plus que le reste. Et donc ici, ce que l'on veut, c'est que le spot projette une image, et non pas seulement une lumière. Donc je vais créer une nouvelle texture. Voilà. Et cette texture, je vais tout retirer. Ici, je retire la couleur, je retire la spécularité, je retire tout. Donc j'ai un truc tout noir. Et ensuite, je vais cocher ici la transparence, et seulement la transparence. Et dans la transparence, ici, j'ai texture, et c'est là où je vais indiquer en fait la texture qui sera utilisée, qui sera projetée par mon spot. Alors, je vais aller chercher une texture d'un tableau. Voilà, la Joconde, c'est parfait, c'est libre de droit. Tac, la Joconde. Et puis, maintenant, j'ai plus qu'à afficher ça à la place de ma lumière. Comment je peux faire ça? Le plus simple, c'est simplement de mettre la texture sur le spot. Alors le spot, c'est celui-là. Tac. Je mets la texture directement sur la lumière, sur le spot. Et quand je fais un rendu, quand je fais un rendu, on n'a rien du tout parce qu'en fait, c'est pas assez fort. Je vais changer hop, je vais changer de texture temporairement. On va prendre celle-là. Tac, voilà.
Ici, on voit bien le truc. La Joconde, c'est un peu foncé, alors forcément, on voit que dalle. Ici, on voit bien une forme différente d'une simple lumière. Ma lumière n'est pas colorée, hein. Ici, c'est toujours du blanc, mais c'est cette texture-là qui est projetée. Donc, c'est pour ça que c'est rouge. Pourquoi ça ressemble pas en fait à ma texture de base? La texture de base, c'est celle-là. Tac. On a que cette partie-là en fait qui s'affiche, ou à peu près, ou celle-là peut-être. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est beaucoup trop grand par rapport au spot, au point lumineux. Donc il faut ici que je sélectionne ma texture et que je change ici son type de projection. À la place de sphérique, je vais mettre planaire. Tac. Et quand je fais ça, paf, ça fonctionne bien. Et là, si je remets, normalement, si je remets la Joconde, ça devrait fonctionner parce que là, on devrait voir le truc complet. Voilà, c'est parfait. Voilà, on voit bien la Joconde. Ici, on a notre texture qui est effectivement projetée par le spot lumineux, par la lumière que je peux d'ailleurs agrandir un petit peu, histoire d'en voir un peu plus. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça se répète. C'est pas ce qu'on veut. Dans une salle de projection de cinéma, vous n'avez pas le film qui se répète plusieurs fois et vous les projetez qu'une seule fois. Donc là, ça correspond pas à ce qu'on veut. Donc je vais sélectionner la lumière. Je sélectionne ici le tag de texture qui est dessus, et ici, il y a répétition qui est coché. Je vais simplement le décocher. Comme ça ne répétera pas en fait la texture plusieurs fois. Quand je fais mon rendu, ici je n'ai qu'une seule fois l'image de la Joconde. C'est assez petit par rapport à la taille de la lumière. Ici on voit que la lumière est assez grande, elle éclaire beaucoup, et puis ici on n'a qu'une toute petite image de notre texture. Comment on peut faire pour modifier ça? Donc comme j'ai dit, sélectionne la lumière, le tag, je passe ici en mode texture, et là j'ai le plan en fait de ma texture. Et lui, je peux l'agrandir. Si je l'agrandis et que je fais mon rendu, la texture est effectivement agrandie. Et là, ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, la plus efficace pour projeter une texture à travers une lumière, avec un spot. Donc ça fait style un petit peu projecteur. On peut ensuite forcément jouer avec l'intensité de la lumière. Si je veux booster ça, hein, tac, si je booste ça, ça booste en fait, ici vous voyez l'éclairage. On n'est pas obligé. Je vais remettre ça à 100 parce que c'est aussi bien. Et puis on peut voir que c'est effectivement une lumière. On a la texture du mur qui reste apparent à travers la lumière. Donc c'est vraiment la texture qui est projetée en lumière. Donc ça c'était deuxième petite question qui m'avait été posée. Comment utiliser un spot pour projeter donc une texture? Et ben voilà, c'est tout bête, tout simple. On va fermer ça. Ensuite, joindre le segment d'une spline. Alors une personne m'a posé une question qui est assez intéressante parce que ça me permet de revenir un petit peu sur la mot spline indirectement. La personne en fait a fait une sorte de frise avec une spline. On va refaire la même frise. Alors ce que j'ai besoin par contre, j'ai besoin d'aller rechercher dans mes notes à quoi ressemblait la frise parce que sinon je vais complètement me tromper. J'avais mis ça de côté. Voilà, je l'ai. Parfait. On va mettre ça de manière à ce que je voie bien. Donc je vais passer dans la vue de droite. C'est très bien. Et puis on va faire la frise en question. Donc c'est fait avec des splines. Donc spline linéaire. Ça fait un truc dans ce genre-là. C'est-à-dire que ça avance d'un cran comme ça. Ça descend ensuite d'un cran. Ensuite ça va un cran comme ça. Et ça remonte d'un cran. Je vais m'arranger pour que ça soit bien placé. Donc ça c'est à 0, 0, 0. Là. Ça, c'est à 0, 0 et ça avance de 100. Ça descend de 100. Donc ici, c'est moins 100. 100. Tac. Ici, c'est moins 100. Ah. Et ici, 200. Et là, c'est 0, 0, 200. Voilà. On a cette petite forme-là, qui est toute bête. Hein. On avance d'un cran, on tourne, on avance d'un cran, on tourne, on avance d'un cran, etc. Et la personne veut avoir ça en freeze, donc répéter plusieurs fois. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un cloneur, on a mis la spline dedans. Au lieu de répéter comme ça sur la hauteur, on ne demande pas que ça soit répété sur Y, mais que ça soit répété sur Z, et se passer de 200. Tac.
Et puis ici, la quantité, on peut en mettre autant qu'on veut. On va en mettre 10. 10, voilà, parfait. Donc c'est répété 10 fois. C'est super. Mais la personne fait pas une frise comme ça juste pour rigoler. La personne, en fait, a ensuite une sphère qui est au début de la frise. Alors, on va faire une sphère. Une sphère, peu de segments. Parce que c'est une sphère parfaite, donc c'est pas gênant. On va la faire toute petite. 15, 10, 10 c'est quoi? 10 c'est bien. Voilà, puis je vais la mettre en couleur d'ailleurs. Histoire qu'on la voie bien. Tac, du orange, parce qu'il en faut un petit peu dans la vidéo. Génial, parfait. Et puis on va demander à ce que ce soit comme ça. Et donc cette sphère doit se déplacer le long de cette frise. Donc quand on veut déplacer un élément sur une spline, le plus simple c'est d'utiliser un tag aligné sur la spline. Donc la personne a ajouté un tag là-dessus, propriété cinéma KD sur la sphère, aligné sur la spline. Et dans spline directionnel, il faut indiquer une spline. Donc on va chercher notre spline et puis on la met là. Paf. Et donc ici, position permet donc de déplacer. 0% c'est le début de la spline, 100% c'est la fin de la spline. Donc on augmente ça et puis qu'est-ce qu'on voit? Bah, ça avance jusqu'ici. Là je suis à 100% et ça s'arrête ici. Ça va pas ici, à la fin, ça s'arrête ici. Parce que en fait j'ai qu'une seule spline et c'est le cloneur qui crée toutes les autres instances. Donc je peux pas aller jusqu'au bout, forcément, parce que la spline c'est que ça. Tout le reste, c'est le cloneur. C'est problématique parce que c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que cette petite sphère puisse se déplacer sur toute la longueur. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a dit, je vais rendre ça éditable. J'ai transformé toutes ces clones en une seule spline. Donc on sélectionne le cloneur, on appuie sur la touche C pour rendre éditable. On ouvre tout ça, tac. On a ici toutes les splines. On sélectionne les splines, on fait un clic droit et on fait connecter les objets plus supprimer pour avoir qu'une seule spline. Et puis là, on se dit, c'est super, ça va fonctionner. On prend le tag, on met cette spline ici, et ça fonctionne toujours pas parce que quand je suis à 0, je suis bien là, et quand je suis à 100%, ça s'arrête effectivement ici, et ça avance pas plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait connecter et supprimer toutes les splines pour avoir qu'une seule spline, mais seulement on n'a pas qu'une seule spline. On a plusieurs bouts de spline qui sont mis dans un même objet spline. C'est-à-dire qu'ici j'ai spline 0.1 qui correspond à toutes ces splines là, mais vous voyez que les couleurs, j'avais expliqué dans le tutoriel sur les splines que les couleurs étaient importantes. Le blanc, c'est là où on commence à tracer la spline, et le bleu, c'est là où la spline finit de se tracer. Et si on regarde bien attentivement, je vais mettre ça là, ici c'est du blanc, donc c'est là qu'on a commencé à tracer la spline, ça devient de plus en plus bleu, ici ça devient très bleu, vous voyez que c'est bleu, 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 et ensuite ça redevient blanc, ça veut dire que c'est une nouvelle spline qui commence. Donc en fait, on n'a qu'une seule spline, mais elles sont pas reliées ces splines. Ici, dans le aligné sur la spline, on a un champ segment qui permet de passer d'une spline à l'autre. Par exemple, ici je suis sur la spline numéro 0, la première. Si je me mets sur la 1, tac, ça passe ici sur la spline numéro 1. Et là, je peux mettre de 0 à 100%. Mais je suis toujours sur un bout de spline en fait. Et donc ça correspond pas à ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça aille de ici 0 à 100% ici. Et comment faire? Eh bien le truc c'est tout simple. Il suffit de passer en mode point, sélectionner tous les points, CTRL A, faire un clic droit, et ici on peut faire joindre les segments. Et cette fonction va permettre de joindre en fait tous les segments de spline qui sont rattachés. Donc joindre les segments. Et là maintenant j'ai qu'une seule spline et vraiment une seule spline. Si on regarde ici on voit bien que c'est en blanc et ça reste blanc, ça devient légèrement bleu au fur et à mesure et ici tout à la fin c'est du bleu parce que c'est la fin de la spline. Et donc là si j'utilise mon tag aligné sur la spline, 0% c'est ici et 100% hop, c'est ici tout à la fin. Et là ça fonctionne. Donc joindre les segments, c'est le petit truc qu'il faut pas oublier de faire quand on veut joindre plusieurs splines entre elles et qu'elles doivent être jointes, vraiment qu'elles sont raccordées les unes aux autres. Ça c'est super. C'est super, mais seulement en faisant ça, on perd un truc, on perd le côté paramétrique.
C'est-à-dire que ici, j'ai toute une spline, d'accord, mais si je veux par exemple rajouter des segments encore, si je veux continuer la frise, là j'ai fait que 10 étapes, 10 fois la répétition, si j'en veux 20, je suis obligé de recommencer, c'est-à-dire que je suis obligé de repasser par le cloneur, de faire 20 clones, de rendre éditable, sélectionner toutes les bouts de spleen, les connecter, sélectionner tous les points, joindre les segments pour avoir une seule spleen, et puis si je me rends compte qu'il faut que j'en rajoute un de plus, je vais recommencer encore une fois. C'est assez embêtant. Comment on peut faire pour obtenir un truc comme ça, mais que ça reste paramétrique? Ça, je vais le pousser. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais d'abord retirer ça, effacer. Voilà. Et puis ça, je vais donc le pousser très loin. Voilà. Et la sphère, on va la remettre à 0, 0, 0. En fait, il y a un truc que j'ai déjà montré dans la vidéo ambiance sous-marine. Alors, normalement, j'ai sorti le truc exprès. Voilà, c'est cette vidéo-là, ambiance sous-marine. Dans ce tutoriel-là, c'est il y a un an. Dans ce tutoriel-là, à la fin, j'explique un truc qui est super pratique, c'est la Mospline. Alors je rentre pas trop dans les détails dessus, mais j'explique en fait à peu près comment ça fonctionne. Je montre quelques exemples. On l'utilise dans le tutoriel et puis je pense que c'est assez clair quand même dans ce que j'ai expliqué. Et aujourd'hui on va l'utiliser justement pour créer cette frise, la frise que l'on vient de faire avec le cloneur, etc. Cette frise là, on va la refaire avec Mospline. C'est assez basique, c'est assez simple, parce que c'est juste des rotations et avancées. Donc y a presque rien à connaître. Donc je vais commencer par ajouter ma Mospline. Mospline, tac, voilà. On a ajouté la Mospline. La Mospline a plusieurs modes. Le mode basique, c'est juste une petite spline qu'on peut tourner un petit peu dans tous les sens. On a le mode spline qui permet en fait de prendre une autre spline et de la mettre dedans. Et on a le mode tortue, c'est ce mode-là qui est le plus intéressant. Donc je sélectionne le mode tortue. Mode tortue. On obtient ce genre de petites fleurs ici. Je vais cacher la sphère pour que ça soit moins perturbant. Voilà. On peut bien voir que la Mospline. On a cette petite fleur ici, qui ressemble un peu à un truc fractal en fait. Et donc cette Mospline, cette petite fleur ici, elle est créée grâce à des règles qui sont indiquées dans la Mospline. Ici dans le champ tortue, dans l'onglet tortue, ici on a cette règle initiale, et ensuite ici on a des règles qui définissent en fait, qui sont utilisées dans les règles initiales, et qui font que ça se répète plusieurs fois. Ça on va l'effacer, tac, tac, parce qu'on va rester sur un truc tout basique, tout simple. J'ai effacé tout ça, donc là j'ai plus rien. Je vais en profiter pour aller dans l'onglet valeurs, et ici je vais mettre le mouvement par défaut à la place de 10, je vais mettre 100. Parce que là quand on a fait notre tracé ici, j'ai mis 100 cm entre chaque point. Donc ici, je mets 100 cm, comme ça sera le même, exactement la même chose. Je retourne dans le mode tortue, ici, dans l'onglet tortue. J'avais expliqué que, en fait, ça fonctionne avec des règles, et le mode tortue est assez bien parlant. Le terme tortue est assez parlant pour expliquer comment fonctionnent ces règles. Imaginez une tortue sur la plage, par exemple, et puis vous pouvez lui donner des ordres assez basiques. Vous pouvez lui dire d'avancer, vous pouvez lui dire de tourner à droite, à gauche, de faire des rotations en fait. Vous pouvez lui demander de tourner d'une certaine quantité de degrés, de 90 degrés, 45 degrés, comme vous voulez. Et puis d'avancer, puis de recommencer, ainsi de suite, et comme ça à l'infini. Et ça, ces règles, on lui passe en fait avec des simples caractères, soit des chiffres, soit des lettres. Par exemple, pour dire d'avancer, c'est la lettre F. Donc dans initial, ici, si je mets un F majuscule, parce que c'est la F majuscule, et que je valide en cliquant dans la vue, on peut voir qu'on a avancé effectivement de 100 cm, parce qu'on a indiqué 100 cm dans l'onglet valeurs. Donc F signifie d'avancer d'un cran, et un cran ça équivaut à 100 cm. Là en fait on a un truc tout blanc assez bizarre, on n'a pas l'habitude. On va changer ça, on va dans objet, puis ici mode d'affichage, on va mettre ligne. Tac, comme ça on a juste une ligne, comme pour les splines, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins perturbant en fait que de voir un truc bizarre. Maintenant ce que l'on veut,
on en a avancé ici comme on a fait ici sur notre première spline qu'on avait tracé directement à la main. Donc on a avancé d'un cran. Maintenant il faut qu'on descende d'un cran. Donc ce que je dois faire, c'est dire à la tortue en quelque sorte de faire une rotation vers le bas pour qu'elle regarde vers le bas. Faire une rotation, c'est simple à dire, c'est un accent circonflexe. Quand on ajoute un accent circonflexe dans une règle, ici, si je mets un accent circonflexe, je lui dis de tourner. Et puis ensuite, une fois qu'elle a tourné, on lui dit F pour lui dire d'avancer. Si je fais ça, en fait, elle a tourné, mais seulement elle a tourné vers le haut. C'est pas ce qu'on veut, nous. On a dit qu'on voulait que ça tourne de 90 degrés vers le bas. Alors ce que je peux faire à la place de mettre l'accent circonflexe F, je mets après l'accent circonflexe entre parenthèses de combien je veux qu'elle tourne. Je veux qu'elle tourne de moins 90 degrés. Alors, entre parenthèses, je mets moins 90 degrés et ensuite je mets F pour dire tu avances. Et là, effectivement, elle a tourné de moins 90 degrés et elle a avancé d'un cran. Seulement, je veux que ça reste paramétrique, tout ça. Je veux pouvoir le faire à l'infini. Donc, c'est pas intéressant de tout mettre dans initial. Ici, tout ça, je vais le virer. Je vais laisser que F et je vais ajouter un A majuscule. Ce A majuscule, c'est une variable, en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais lui demander de faire F, donc d'avancer d'un cran, et après de faire ce que je vais considérer que c'est A. Et qu'est-ce que c'est A? A, c'est ce que je vais écrire ici. Je vais le définir ici. Donc je vais définir A est égal à quelque chose. Qu'est-ce que je sais ce quelque chose? C'est justement le petit accent circonflexe, la parenthèse, le moins 90, on ferme la parenthèse et on remet le F. Donc A, c'est tout ça. Et donc là, quand je valide, il comprend bien que le A, quand il voit A, il faut qu'il fasse ce qui est écrit ici. Ça va me simplifier les choses pour la suite, parce que ça me permettra de répéter plusieurs fois le truc. Donc là, j'ai avancé d'un cran, j'ai tourné vers le bas, donc une rotation de moins 90 degrés, j'ai avancé d'un cran, il faut que je retourne encore une fois, mais pas de moins 90 degrés, cette fois il faut que je retourne de 90 degrés seulement, pas de moins 90 degrés, mais de 90 degrés, donc dans le positif, pour que la tortue se remette dans le bon sens, pour qu'elle puisse avancer dans ce sens-là. Donc ici, je vais refaire pareil, un accent circonflexe pour lui dire de tourner. Ensuite, je mets entre parenthèses 90 et je dis F pour lui dire avance. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Ici, elle avance d'un cran parce qu'il y a F. Ensuite, elle va faire A. Donc A, c'est égal à tourner de moins 90 degrés. Après un F, on avance. Retourner de 90 degrés, on avance. Il faut maintenant que je lui demande de remonter. Donc encore une fois, il faut qu'elle tourne de 90 degrés. Donc je recommence. Accent circonflexe, entre parenthèses 90 degrés. Je mets un F majuscule. Tac. Et voilà, elle a remonté de 90 degrés. Maintenant, là, on pourrait se dire, ça y est, c'est bon. Il n'y a plus qu'à répéter cette forme-là à l'infini. Non, parce qu'en fait, là, la tortue regarde vers le haut. Vu qu'on l'a fait tourner de 90 degrés, elle tourne vers le haut. Donc si on rejoue le truc de base, le F, elle va avancer d'un cran comme ça. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle avance d'un cran comme ça, sur l'axe Z, sur la profondeur. Donc ce que je vais faire, c'est lui demander de retourner encore une fois, de refaire une rotation de moins 90 degrés. Donc ici, accent circonflexe, entre parenthèses, moins 90 degrés, et ensuite je lui demande d'avancer, F. Et pour boucler vraiment le truc, je vais lui demander de rejouer A. Donc je rajoute un A. Voilà, tac. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que le truc se répète. Pourquoi ça se répète? Parce que ici, voilà ce que ça fait. Ça joue le F, donc ça avance d'un cran. Ensuite, ça joue la lettre A, c'est-à-dire que ça descend, ensuite ça avance, ça remonte. Arrivé ici, je suis arrivé à ce niveau-là, ça me dit de jouer F, donc je joue F. Ensuite, ça me dit de jouer A, donc je redescends, je tourne, j'avance, je tourne, je remonte. Et quand on arrive ici, comme on a joué A une deuxième fois, on revient en fait à cet endroit-là. Ça me redit d'avancer et de recommencer à jouer A, encore une fois. Ici, je refine une boucle, ça me redemande encore une fois le F ici, et ça continue comme ça à l'infini. À l'infini, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est ici
le paramètre croissance qui indique combien de fois ça va se faire. Ici c'est 5, on va mettre 10 à la place. Tac. Et comme ça me le fait 10 fois. Et j'ai exactement la même chose que ce que j'avais ici avec la première spline tracée à la main avec un cloneur et qu'il fallait éditer. Sauf que cette fois-là, je n'ai pas besoin de rendre ça éditable, je n'ai pas besoin de faire joindre les segments, je n'ai pas besoin de connecter les splines ensemble, parce que ici c'est une mospline. C'est-à-dire que c'est une spline, vraiment une spline que je peux utiliser directement ici dans le champ spline directionnel de mon tag aligné sur la spline. Donc je réaffiche la petite sphère qui est affichée là. On va faire ça comme ça, parfait. Et dans ce tag, ici, je vais mettre simplement la mospline. Paf. Et là, si je joue de la position de 0 à 100%, j'ai effectivement la sphère qui se déplace, voilà, à 100% ou à 0 sur toute la longueur de la mospline. Et donc là, j'ai la même chose, j'ai la même frise, mais de manière paramétrique. C'est-à-dire que je peux aller dans la mospline et ici changer la croissance. Je peux changer la croissance comme ça, l'augmenter ou la réduire. Je peux mettre ici des valeurs très très grandes, 50, comme ça j'en ai beaucoup, ou seulement 10, ou seulement 5. Seulement 5. Ah, j'ai dit 5. 5. Ici, quand on augmente ou on réduit, on peut voir qu'il y a une petite animation. C'est parce que ça, c'est les cases là sont cochées. Ici, angle de croissance, si je décoche, j'ai une animation un petit peu différente, c'est-à-dire que je n'ai plus les angles qui sont animés. Si je retire mouvement de croissance, tac, ici, ça avance directement d'un cran à l'autre. Et là, échelle de croissance, tac, j'ai encore un truc différent. Donc ces trois petites cases-là permettent en fait de définir comment, si les chiffres sont pris seulement des chiffres entiers ou si c'est des chiffres à virgule en quelque sorte. Donc si je décoche tout ça et que j'avance comme ça, j'ai seulement des chiffres entiers qui sont pris en compte. Donc là, si j'en mets 10, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais là-bas. Et ça, c'est animable, vu que c'est une mospline, et puis qu'il y a des paramètres ici qu'on peut animer. C'est quand même beaucoup plus sympa que d'utiliser un cloneur et s'embêter à cloner plusieurs fois le même petit bout de spline qui va être en fait assez chiant à gérer parce que dès qu'on va en rajouter ou en retirer, il faut tout rééditer. Donc ça, c'était le petit truc, une petite utilisation de la mospline. Ça a permis de revoir un petit peu les réglages. On a vu juste deux petites choses. Si vous voulez en savoir plus sur la mospline, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo que j'avais fait il y a un an qui s'appelle Ambiance sous-marine, qui est sur la chaîne et que vous retrouvez aussi sur le blog forcément. Et où à la fin, j'explique un petit peu les réglages. Je montre pas tout, mais j'en montre un petit peu assez pour l'utiliser. Et puis un jour, je ferai une vidéo plus complète sur la mospline. Mais bon, c'est un peu chiant à utiliser le L-System. Enfin, c'est pas chiant, mais il faut bien expliquer ça pour que ce soit clair. Donc ça, c'était une autre question qui m'avait été posée. On va fermer ça. Donc on a vu le cloneur, on a vu projeter une texture, on a vu les splines. Il reste un truc qui est assez intéressant, c'est le système DAX dans Cinema 4D. Alors, ce que je vais dire, ça va plutôt être utile pour ceux qui font soit de la modélisation pour des moteurs de jeux vidéo, soit pour ceux qui font peut-être de l'impression 3D et qui sont intéressés par le fait de modéliser dans Cinema 4D avant d'envoyer ça sur leur logiciel d'impression 3D. Dans Cinema 4D, on a un système DAX qui n'est pas le même que dans les autres logiciels. C'est-à-dire que ici, dans Cinema 4D, on peut voir des petites choses. Le X, l'axe en rouge ici, alors je vais retirer la grille histoire de bien les voir le temps que j'explique. Voilà, ici l'axe en rouge, qui est ici, c'est l'axe X et il représente en fait la largeur de la scène. L'axe en vert, c'est l'axe Y. Dans Cinema 4D, ici, le Y, symbolisé par le Y, c'est l'axe en vert, c'est la hauteur. Et l'axe Z, ici, symbolisé en bleu, c'est la profondeur. Ce n'est pas le cas dans tous les logiciels. Dans certains logiciels, l'axe X est bien ici, comme il faut, sans problème, sauf qu'en hauteur, on a l'axe Z,
Donc à la place d'avoir le Y ici, on a le Z. Et en profondeur, à la place d'avoir le Z, on a le Y. C'est-à-dire que ces deux-là, Z et Y, sont inversés. Alors, je vais remettre la grille. Tac. Alors on peut se dire, bah c'est pas grave, il suffit de l'inverser comme ça. Ouais, mais non. Parce que les axes ont un sens. Que je fasse ça ou que je fasse tourner en fait de 90 degrés mon objet, ça fonctionne pas toujours. Des fois oui, ça fonctionne. Des fois non, parce qu'en fait, là, quand on va vers le fond de la scène, on va vers les plus Z. Quand on va vers le haut de la scène, on va vers le plus Y. Quand on va vers la droite, on va vers le plus X. Et si je vais vers la gauche, je vais vers le moins X. Si je vais vers l'utilisateur, donc dans ce sens-là, c'est le moins Z. Et si je vais vers le bas, c'est le moins Y. Donc il y a un sens, il y a un plus et un moins. Et le fait de tourner simplement la scène, comme ça, suffit pas, parce qu'en fait, on n'inverse pas les axes. On fait simplement tourner le modèle. Alors dans certains cas, c'est pas un problème. Par exemple, dans le cas de l'impression 3D, l'axe n'a pas une énorme importance, euh, puisque l'objet sera quand même imprimé, qu'il soit imprimé debout ou qu'il soit imprimé couché, de toute façon, c'est pas vraiment gênant. Mais des fois si. Ça dépend des logiciels, ça dépend de vos possibilités, ça dépend de ce que vous avez fait comme modèle. Dans le cas d'un moteur de 3D, un moteur de jeu en 3D, l'axe est quand même assez important parce que c'est lui qui va permettre de définir le sens de l'objet, la façon dont il va tourner, la façon dont il va bouger aussi. Donc c'est quand même important. Pourquoi dans Cinema 4D on a ce mode là qu'on appelle le mode HPB, qu'on peut retrouver ici, HPB, Aid Pitch Bank, c'est parce que c'est plus simple pour l'animation. Dans tout ce qui est rotation, roulis, etc., ce mode-là est le plus pratique. Il faut l'utiliser pour bien comprendre ça. C'est expliqué normalement si vous allez dans la documentation de référence ici de Cinema 4D, le truc qui est fourni avec Cinema 4D, vous aurez des petites explications là-dessus si vous cherchez un petit peu dans l'aide. Mais donc on a vraiment plus d'intérêt à utiliser ce mode-là dans Cinema 4D parce que c'est ce qui est le plus pratique pour animer. Et Cinema 4D est quand même vachement orienté animation, MoGraph, motion dynamics, etc. Motion graphics. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Mais seulement dans les autres logiciels, c'est pas toujours ce qui est utilisé. Dans 3ds Max, dans Maya, etc. Ils utilisent d'autres systèmes parfois où le Z et le Y sont inversés. Et donc quand on passe d'un logiciel à l'autre, on se retrouve avec des choses bizarres. Des fois, on a l'axe qui est inversé. Donc on a un objet qui va être couché alors qu'on l'a modélisé debout dans Cinema 4D. C'est assez gênant. Dans Cinema 4D, on ne peut pas changer l'axe. C'est-à-dire que quand je fais exporter, il n'y a pas d'option qui va dire est-ce que vous voulez changer Y et Z. Je pense pas que dans les dernières versions, ils l'aient ajouté. Ça aurait été intelligent de l'ajouter. Je sais pas s'ils l'ont fait, ça m'étonnerait. J'en ai pas entendu parler. Mais je sais que d'autres logiciels le font. Et c'est ce qu'on va voir après. Pourquoi les autres logiciels n'utilisent pas le même système? Eh bien, et pourquoi Cinema 4D utilise un système différent? Parce que Cinema 4D utilise plusieurs systèmes de coordonnées. Il y en a un par objet. Les autres logiciels, souvent, il y a en fait un mélange de plusieurs systèmes pour obtenir un système un peu bâtard qui fait que le Z est à la verticale et le Y sur la profondeur. Après, on va pas débattre sur qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Dans Cinema 4D, ce système fonctionne très bien. Pour l'animation, c'est génial. On verra ça quand je ferai des tutoriels sur l'animation. Donc c'est vraiment très très bien. Dans les autres logiciels, ils se sont un petit peu arrangés pour obtenir un truc qui tienne la route, qui est bien, hein, mais ils utilisent une sorte de standard mélangé. Ça, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Personnellement, je préfère largement celui de Cinema 4D. Mais seulement, voilà, le problème c'est quand on modélise un truc là-dedans, dans Cinema 4D, et qu'on doit l'utiliser dans Unity ou dans d'autres logiciels qui utilisent un moteur de 3D avec des axes différents, ça peut poser problème. On va voir le problème en question. Je vais faire en fait, je vais symboliser les axes
Alors, je vais faire un plus Z, voilà. On va faire ça de 20, 50, on va faire une petite flèche. Oui, ça fait une petite flèche. Je vais en faire 3, parce qu'il y a 3 axes. Celui-là, ça va être le Y. Et celui-là, ça va être le X. Voilà. Il faut 3 couleurs. J'ai pas besoin de mettre des couleurs en fait. Mais, enfin oui, je peux mettre des couleurs. Voilà, 3 couleurs. Alors, le Z, c'est en bleu. Tac, dans Cinema 4D, c'est en bleu. Le Y, c'est en vert. Voilà, et le X, c'est en rouge. Parfait. Et je vais les déplacer. Alors, le Z, le Y et le X. Voilà. Et puis on va mettre un texte. On va mettre un texte. Mot de texte, plus simple. A, B, C, on va le mettre centré. Voilà, on va le rendre éditable. Tac. On va le rendre vraiment éditable. Donc on va tout sélectionner. Tout éditable. On va tout souder en un seul objet. Voilà. Donc je sélectionne tout, clic droit, connecter plus supprimer. On n'a qu'un seul élément. Voilà, qui est comme ça. Génial. Donc on a un texte. On a 3 flèches. Le Z sur la profondeur en bleu. En vert, le Y, en rouge, le X. Le X bougera pas, c'est le Z et le Y qui, sur certains logiciels, est inversé. Donc si ça, je l'exporte et que je l'importe dans notre logiciel, j'aurais peut-être pas forcément ça. Des fois, je vais avoir à la place, je vais avoir un truc où le Z va être forcé d'être à la verticale comme ça, tac, et puis le Y comme ça. Donc je vais obtenir ce genre de choses. Ce qui ne correspond pas en fait à ce que je veux, parce qu'en fait, dans un logiciel de jeu de vidéo 3D, par exemple, si je modélise un personnage debout et qu'une fois importé dans mon moteur 3D, il se retrouve allongé sur le ventre, ça va poser problème. Comment faire? Comme j'ai dit, on peut pas, au moment où on exporte ça, choisir le mode d'axe dans Cinema 4D. Mais il y a des logiciels qui sont gratuits, qui sont des logiciels de modélisation, qui permettent de gérer ce genre de choses, qui n'ont pas énormément de fonctions, qui sont pas très puissants forcément, mais qui ont l'avantage d'avoir cette option. Il y en a un qui est gratuit, qui est open source, je crois qu'il est open source, il est libre en tout cas, qui s'appelle Wing 3D. Et ce logiciel-là permet, quand on importe un objet, il permet d'importer par exemple du DAE, du 3DS, du STL, de l'OBJ, donc 4 formats déjà qui sont lus par Cinema 4D. Et ces formats, il peut les importer, il peut les exporter aussi, et quand on les importe, et quand on les exporte, on peut choisir d'échanger l'axe Z et l'axe Y. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais exporter cet objet-là. Donc exporter au format 3DS. Je vais l'appeler ABC. 3DS. 3DS, c'est le format de 3D Studio. C'est pas 3D Studio Max. C'est 3D Studio. C'est un vieux format qui est un petit peu devenu standard dans les logiciels de 3D. Il est lu par 3D Studio Max, mais c'est la version bien avant 3D Studio Max. Celle qui fonctionnait sous DOS. Que j'ai utilisé d'ailleurs. ABC.3DS. 3D Studio. Et vous voyez que ici, quand j'exporte, il me demande le facteur d'échelle en centimètres. Peut-être mettre plus petit. Bon, ça sera très grand. Oh. Je vais le laisser en centimètres, ça sera très grand dans une 3D, c'est pas grave. Scinder les points discontinus, je vais laisser ça. Et vous voyez que ici, il me propose pas d'échanger X et Y et Z. Et c'est dommage. Je fais OK. Voilà, il me l'a exporté alors. Dans téléchargement. Hein, tac, là. ABC 3DS. Je vais ouvrir Wing 3D. Donc je vais fermer ça. Je l'ai mis là. Tac, je l'ai téléchargé et installé exprès. Je l'avais utilisé il y a assez longtemps pour exporter un truc vers un moteur de jeu vidéo. Je l'avais désinstallé, puis là je l'ai réinstallé. C'est la version 2.1.5. Donc je vais l'ouvrir. Ça ressemble à ça. Alors on va ça rentre dans la capture.
Voilà, tout le monde dans la capture. Bon, le truc de bouton là, forcément, ça correspond plus aux couleurs, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, on va dézoomer un peu. Ça, c'est un logiciel de modélisation. Je peux faire un clic droit, choisir de créer un cube, vous voyez. On peut créer un cône, on peut créer une sphère, etc. Et tout, j'ai tout mis en même temps. On peut faire pas mal de choses avec. C'est pas super puissant, mais bon, ça va. Et ici, je peux aller faire fichier, importer. On peut importer tous ces formats-là. Format 3ds, le DAE, du Collada, Lightwave et Modo. Lightwave, CinemaCAD aussi exporte en Lightwave, je crois. Je n'utilise jamais. Wavefront, le OBJ. Et puis ici, STL, le truc pour les imprimantes 3D. Donc ici, moi, j'ai fait du 3DS, donc je vais prendre 3DS. Et ici, on peut voir qu'il y a effectivement swap Y and Z axe. On peut échanger, demander au moment de l'import, d'échanger l'axe Z et l'axe Y. Et c'est ça qui sauve la vie un petit peu, parce que quand vous voulez convertir justement votre truc pour avoir l'axe Z et l'axe Y inversé, en passant par ce logiciel-là, vous corrigez le problème. Alors, je ne vais pas le faire ici pour vous montrer à quoi ça correspond quand on importe dans un logiciel où le Z et le Y sont inversés. Je fais OK. Je sélectionne ABC, je fais ouvrir. Et là, on peut voir que effectivement, le truc est pas comme il faut. Le ABC, oui, qu'il est couché. Ici, j'ai l'axe qui était en vert dans CinemaCAD qui est mis sur l'axe Z ici pour correspondre. Et l'axe ici en Z qui était comme ça normalement, le plus Z par là, et bien il se trouve comme ça maintenant, à l'horizontale. Alors que le plus Y a maintenant en fait cette forme du moins Z, et non pas du plus Z. Donc, du plus Z et pas du moins Z, je sais plus. Mais vous voyez que ça correspond pas à ce qu'on veut. Parce qu'en fait, ici, le truc ne s'importe pas correctement. Alors que si, je vais effacer ça, si je refais importer et que cette fois, je coche swap Y and Z, je fais OK, cette fois, ouvrir, paf, ça se met correctement. Ici, j'ai mes axes qui sont dans le bon sens. J'ai effectivement ici, tac, là, l'axe Z ici qui a été remplacé, donc et l'axe Y ici qui ont été remplacés, les deux là ont été inversés. Donc en fait le truc se replace correctement et j'ai bien le ABC qui est bien mis à l'horizontale, à la verticale, bien lisible, etc. Et ça sauve la vie parce qu'en fait je peux importer là-dedans, faire la modification, et ensuite ici je peux aller faire export et réexporter au format 3DS si je veux. Là encore, je peux encore changer une deuxième fois si je veux revenir sur le mode précédent. Là, c'est pas le cas, donc si je décoche, là, je peux réexporter au format 3DS encore une fois, mais cette fois avec les axes différents. Et donc ça sauve carrément la vie en fait quand vous avez besoin de convertir. Ça évite de chercher un petit peu partout des programmes qui vont faire la conversion, etc. Ce logiciel-là, il est gratuit, il est libre. Il est très très bien, il fonctionne bien. Alors ici vous remarquez qu'il y a plein de triangles, mais c'est normal. J'ai exporté en 3DS, j'ai pas exporté un format C4D, donc forcément tous les n-gons ont été transformés en triangles. Parce que même dans Cinema 4D, toutes les formes ici qui sont toutes propres, en fait, il y a des n-gons, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits triangles partout. Et quand vous exportez pour du jeu vidéo, de toute façon, c'est pas gênant, parce que les moteurs de jeux vidéo vont utiliser que des triangles. Donc de toute façon, vous serez obligé de convertir en triangle à un moment ou à un autre. Donc c'est pas grave de passer comme ça. Et rien ne vous empêche après de nettoyer ça hein, s'il y a besoin. Et même pour l'impression 3D, je crois qu'il faut passer aussi par du triangle. Il me semble que les logiciels de 3D, des impressions 3D, utilisent aussi des triangles, vu que c'est le plus petit polygone possible, en non théorique. Donc ça, Wing 3D, ça peut vous aider si vous avez besoin donc d'inverser l'axe Y et l'axe Z. Alors, Cinema 4D ne le fait pas par défaut, mais Wing 3D, qui est gratuit, et vous pouvez installer, il fonctionne très bien et il le fait. Voilà. Sinon, il y avait aussi un script Python
pour Cinema 4D qui permettait de le faire, mais j'ai pas retrouvé le lien. Je sais que ça traîne quelque part sur un forum. Si c'est un forum en anglais, mais impossible de remettre la main dessus. Ou alors c'est un forum qui n'existe peut-être plus parce qu'il y a pas mal de forums qui ont disparu et que je suivais. Et dans ce cas-là, ça serait dommage parce que le script serait perdu. Mais je sais qu'en Python, il y a la possibilité donc de programmer un truc qui va inverser les axes pour que ça fonctionne bien dans d'autres logiciels. Un petit script Python qui fonctionnait pas trop mal. Et puis voilà. Donc ça, c'était la dernière question sur Cinema 4D. Il n'y aura pas de fichier bonus normalement sur le blog, puisque j'ai rien à montrer. On n'a rien modélisé, rien fait. On a juste expliqué des choses. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le mode objet du cloneur, que vous connaissez sans doute déjà, mais bon, certains se posaient peut-être la question. Qu'on peut mettre dedans des splines, des primitives ou des objets polygonaux. On a vu comment projeter une texture avec un spot pour faire des projecteurs. On peut mettre dedans une image ou une vidéo. On a vu pour les splines qu'on pouvait utiliser joindre des segments pour recoller un petit peu tous des bouts de spline ensemble. Et puis on a vu un petit peu la mospline qui permettait de faire des choses intéressantes, comme faire des frises assez facilement. Et puis là on a parlé un petit peu de l'axe du système de coordonnées de Cinema 4D, système d'axe, et puis qu'on pouvait avec Win3D, un logiciel libre, convertir assez facilement les fichiers comme ça exportés quand vous voulez les importer dans d'autres logiciels qui n'ont pas le même système d'axe, ou passer par Win3D entre temps, et puis ça vous permet de tout remettre bien comme il faut, et ensuite d'utiliser ça peut-être dans Unity, je sais pas si Unity gère les axes dans quel sens, ou dans le moteur d'Unreal, ou d'autres moteurs de 3D, hein, Godot, etc. Afin de vous remettre en fait les axes comme il faut, le swapper en fait le Y et le Z. Voilà, ça c'était tout ce que j'avais à dire. J'en profite pour dire un petit truc tout bête. Parfois, la messagerie YouTube déconne. Ça arrive. Pas énormément, ça déconne pas énormément, mais des fois ça déconne. C'est-à-dire que par exemple, je peux vous montrer ça. Si je vais sur ma chaîne, si je vais, alors là, dans le gestionnaire de vidéos, si je vais je vais vous montrer ça, dans communauté, là où on a en fait les messages, voilà, tac. Vous voyez que ici il y a marqué spam potentiel, il y a 1. Quand je vais dedans, tac, il n'y a rien. Ce genre de choses, ça m'arrive de plus en plus souvent sur YouTube, c'est assez gênant. C'est-à-dire que des fois, j'ai des messages comme ça qui ont été considérés comme du spam et puis qui s'affichent plus ici parce que ça fait peut-être trop longtemps qu'ils ont été considérés comme du spam. Donc ça fait que je les vois pas. Et des fois, dans les messages, pareil, il y a des messages qui passent dans le spam. Donc c'est gênant parce que moi, je réponds à toutes les questions, tous les commentaires, tous les messages. Ça me prend du temps des fois. Et puis, quand ça passe dans le spam, bah forcément, je les vois pas. Ou j'ai pas de messages YouTube qui m'arrivent dans ma boîte mail des fois. Des fois oui, des fois non. Quand c'est les messages qui sont sur la chaîne secondaire, des fois ça met beaucoup de temps à arriver dans mes mails pour me dire il y a un message qui a été posté sur la chaîne. Et puis que ce message est dans le spam par exemple. Donc si vous me posez une question par message privé sur YouTube ou par commentaire et que vous voyez que au bout de 2 jours j'ai pas répondu, ça veut dire que j'ai pas reçu le message parce que je réponds tous les jours. Tous les jours je vérifie mes mails, je vérifie mes commentaires, les messages et j'y réponds généralement dans la journée ou le lendemain. Si vous voyez qu'au bout de 2 jours j'ai toujours pas répondu, c'est que j'ai pas reçu le message. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le blog, que ce soit le blog principal ou le blog secondaire. Généralement, je l'affiche ici en bas des vidéos, en début de vidéo. Si vous allez au début de cette vidéo, ici, ça sera indiqué l'adresse du blog. Et je le mets aussi dans la description des vidéos. Vous allez sur le blog, vous pouvez poster un commentaire sur le blog. Il y a une section vos questions et puis il y a aussi, après chaque vidéo, vous pouvez poster un commentaire. Généralement, je vois ces commentaires parce que eux, ils ne déconnent pas. Contrairement aux messages YouTube, il n'y a jamais de problème avec les commentaires du blog. À chaque fois, je reçois un message dans ma boîte mail qui me dit il y a eu un truc de posté sur votre blog.
allez voir. Donc même si vous m'avez envoyé un message sur YouTube puis que vous voyez que c'est pas arrivé puis que vous voulez pas dire à tout le monde la question que vous avez posée, vous pouvez juste me dire j'ai posté un message, est-ce que vous l'avez reçu, est-ce qu'il a été vu, etc. Vous pouvez me contacter comme ça à travers le blog. Et puis c'est beaucoup plus simple parce que c'est plus sûr, étant donné que YouTube me fait des choses bizarres des fois, comme ici le spam potentiel. Quand on clique dessus, il n'y a pas de spam. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai essayé tout, mais puis ça reste hein, en plus. Donc voilà, donc si ça marche mal avec le message YouTube ou le commentaire YouTube, passez sur le blog, ça fonctionne bien, c'est sûr. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Cinema 4D, un tutoriel ou une réponse aux questions ou autre chose, je sais pas, on verra bien. Et voilà.